Salut à tous et bienvenue dans ce premier podcast IRL du coup, en direct, donc le podcast numéro 36. Aujourd'hui on va simplement répondre aux questions qu'on a reçues du coup sur Instagram, sur la boîte à questions qu'on a posée. Donc là on a pris un peu moins d'une dizaine de questions qu'on avait reçues. Et après on fera un petit point un peu sur la fin d'année, les compétitions, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. On démarre ? On démarre. Voilà. Vas-y. Ok, la première question qu'on a reçue c'est... on dit souvent nous deux que plus on progresse, plus il faut en faire. Et la personne elle nous demande est-ce qu'on peut préciser ce qu'on entend par ça ? Bah vas-y, je sais pas. Moi globalement, ce que j'entends par plus en faire, c'est je parle de stress. On parle souvent de courbe de stress, récupération, adaptation. Et globalement l'idée c'est que vu qu'on induit un stress qui crée une adaptation, si on veut continuer à créer des adaptations, que ce soit neuromusculaires, structurelles, il va falloir continuer à en faire de plus en plus. La problématique, c'est qu'en faire de plus en plus uniquement en termes de charge, c'est compliqué, uniquement en termes de volume aussi. Et en fait, souvent les gens sont fixés sur ok, je progresse plus, je vais faire plus de séries, sauf que à la fin, tu te retrouves avec genre 40 séries, c'est pas vivable. Et l'idée, c'est juste de comprendre qu'il y a plein de variables qui induisent une hausse du stress. Et l'idée, c'est de manipuler ces variables, parfois à la baisse, certaines à la hausse, de sorte à juste se retrouver tout le temps en train de progresser, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un peu la facilité de dire toujours en faire plus, Ouais. parce que c'est pas la seule solution et que la plupart des gens qui n'y connaissent pas grand chose, même des fois ceux qui connaissent, qui savent programmer mais qu'au final savent pas forcément analyser des données, ils se retrouvent en fait à juste rajouter, sauf que c'est pas là forcément la solution. Des fois, au fur et à mesure que l'athlète progresse, il va falloir changer un petit peu l'organisation de la semaine. Des fois, faire plus, ça peut être juste faire une répétition en plus dans la semaine, comme ça peut être juste mettre plus de proximité entre deux fréquences ou éloigner deux fréquences pour permettre à l'athlète de pouvoir encaisser un petit peu plus aussi. Il y a plein de manières en fait d'agencer la chose pour que y ait plus de stress. Et après, encore une fois, quand l'athlète progresse, il ne faut pas forcément tout le temps, quand l'athlète stagne, la réponse, c'est pas tout le temps en faire plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je stagne, c'est parce que j'en fais pas suffisamment. Non, en fait, il faut regarder, en fait, et c'est là qu'est toute l'importance de l'analyse des données, et c'est à ça que sert un coach. C'est pas à faire une programmation. La programmation, c'est, comme on le dit souvent, 30% des réellement de notre travail, même pas. C'est vraiment, en fait, tout le monde peut faire une programmation qui a du sens. Ce qui va être compliqué derrière, ça va être de réussir à faire une programmation qui a du sens et qui suit également les blocs précédents et qui permet en fait de répondre aux problématiques qui ont été analysées sur les blocs précédents. C'est-à-dire que si l'athlète, tout se passe bien, on ne change rien, mais si l'athlète ne progresse pas, quelqu'un qui ne sait pas analyser un bloc ou analyser des données, il va se retrouver un peu perdu parce qu'en fait, il ne saura pas quelle réellement variable à changer en fonction de la réponse de l'athlète. Ouais. Si l'athlète il donne une réponse du style je suis fatigué tel jour pour telle raison pendant tant de temps, il faut savoir déterminer pourquoi. Si l'athlète il arrive en disant sur son squat lourd à chaque fois, sur son squat primaire, j'arrive à chaque fois, je me sens bien, je me sens pas fatigué, je me sens bien techniquement, mais en fait, j'arrive sur mon lasso warm-up, je suis ultra frais, et j'arrive sur mon top 7 s'il en a un, et chaque fois je fais de la merde, il faut savoir déterminer pourquoi il a fait de la merde. Si ça n'arrive qu'une fois et que c'est ponctuel, alors à ce moment-là, c'est, à mon sens, la faute de l'athlète, parce que, quand on dit la faute de l'athlète, c'est pas péjoratif. C'est le misgroove. Voilà, je veux dire, ça peut être pas mal de choses, mais je veux dire, c'est pas une donnée qui est réellement intéressante à analyser. Par contre, à part si cette donnée se réplique toutes les X semaines, par exemple, si toutes les 3e semaines de bloc, il dit je suis nul, c'est une donnée qui est analysée et à garder. Par contre, c'est pas parce qu'il est nul en 3e semaine, s'il arrive en 4e semaine et qu'il est fort, il n'y a pas de raison de changer la programmation juste parce qu'il est nul en 3e semaine. C'est savoir, si il est tout le temps nul sur son squat primaire, c'est dire, ok, pourquoi il est nul ? Est-ce qu'il a l'impression de ne plus savoir faire de squat quand il arrive, ou est-ce qu'il a l'impression de juste en fait avoir les muscles mous ou être manqué de raideur ? Et à ce moment-là, on va savoir déterminer si qu'est-ce qu'il faut, c'est rapprocher les deux fréquences, donc décaler son squat d'un jour pour qu'il soit plus proche de son squat primaire, quitte à ce que ça délaisse un petit peu la qualité du jour secondaire. D'accord ? Par exemple, qu'il se sente un peu désentraîné sur son jour secondaire, c'est moins dramatique que désentraîné sur son jour primaire.
et à la fois, peut-être potentiellement, est-ce qu'on pourrait pas baisser d'une répétition, augmenter d'une série pour augmenter la charge générale, augmenter le stress, et à la fois pas augmenter la fatigue en elle-même en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on te dit d'en faire plus dans le temps, c'est ok, tu prends ce que tu faisais au départ et dans 10 ans, t'en feras automatiquement plus, mais ça veut pas dire que l'augmentation, elle est linéaire et par moment, redescendre un peu ton niveau de stress pour relancer une dynamique et en faire plus, bah, tu vois, c'est un peu comme la bourse, tu vois, genre la bourse, ça monte tout le temps, mais c'est pas parce que il y a des moments où ça redescend que ça va pas remonter au bout d'un moment. Et puis aussi ce qui permet de relancer. Ouais, c'est ça, c'est pas linéaire, c'est plutôt sinusoïdal à tendance ascendante, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que on prend une courbe sur 10 ans, c'est que sur 10 ans, la courbe, elle aura pris X%. Par contre, si on regarde sur un an, bah, l'augmentation va peut-être d'être 1,7 ou de 5% sur le tonnage ou sur le Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de variables d'entraînement. Il me semble qu'on avait fait un podcast là-dessus, et que en fait, tu peux très bien avoir des variables que tu vas plutôt avoir tendance à diminuer. Et en fait, comme tu en as d'autres que tu vas faire augmenter, mais tu augmentes beaucoup plus certaines variables que tu n'en diminues d'autres. Au final, le tout se compense et fait que tu crées même une dynamique plutôt à en faire plus, tu vois. Ouais. Mais pour ça, comme tu disais, faut déjà, à mon sens, prendre un coach ou alors vraiment bien s'y connaître. Et puis, c'est surtout un travail de long terme, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un coach qui te dit c'est bon, c'est la prog la plus personnalisée pour toi, etc. Déjà, s'il te dit ça, si quelqu'un t'assure pouvoir faire un programme personnalisé pour toi dès le premier mois, c'est que c'est un charlatan. Mais c'est réel, en fait, c'est pas possible. Ouais. Et deuxièmement, un programme personnalisé et à 100% pour un athlète, ça n'existe pas parce que c'est variable en fonction du temps. Et en fait, un programme personnalisé, il sera personnalisé à 100% à un instant T par rapport aux problématiques de l'athlète, en fait. Donc, quelqu'un te dit, je vais te faire un programme personnalisé 100%, ça n'existe pas, en fait. Ou alors ça existe, mais c'est modulable, tout simplement. Ouais. Donc, je pense qu'on a répondu pas mal à la question. Je vais faire une pause mouchage. De toute façon, je ferai un cut. Hop. Ça fait des cuts. Ou alors on laisse ça sur le podcast. La force à celui qui écoute avec un cut. Juste essayer de regarder plus la caméra. Ouais. On voit que t'es un peu pas à l'aise. Du coup, on passe à la deuxième question. Ouais. Ok. Du coup, c'est un peu dans... Non, c'est pas vraiment dans la même veine, mais combien de temps peut-on rester à s'entraîner 3 jours par semaine ? Ouais, parce qu'on a fait un réel là-dessus, j'ai fait un réel là-dessus il y a pas longtemps. Non, c'était un carrousel. Enfin bref, peu importe. J'en parle souvent parce que c'est un peu un truc, pas qui m'énerve, mais les gens qui me disent j'ai pas le temps. Tout le monde a le temps de trouver 3, 4, 5 heures dans la semaine pour s'entraîner. Ça peut paraître peu, 3, 4, 5 heures, mais en fait, c'est suffisant pour créer des adaptations. Et tout le monde peut progresser avec aussi peu, hormis si tu es un athlète de haut niveau et que tu as déjà été exposé à 6 fréquences hebdo, etc., etc. Mais dans tous les cas, en fait, si ton sport, tu l'aimes juste parce que tu prends 100 kilos par an sur ton total, si vraiment tu aimes ton sport, alors tu vas tout faire pour mettre en place, pour pouvoir t'entraîner, quitte à ce que ce soit que 3 heures dans la semaine. Donc, pour moi, tu peux progresser de manière infinie sur trois fréquences hebdomadaires. Il y a un moment en fait où juste la progression deviendra macroscopique et ça va devenir compliqué en fait, ou en tout cas la progression sera moindre, mais la progression ne stoppera pas. Il n'y aura pas de stagnation à cause des 3 fréquences semaine, mais juste ça va diminuer de manière drastique à un moment quand tu arrives à un certain niveau. Je te donne l'exemple du bench par exemple. Si à un moment tu as besoin de 4 bench semaines, parce que ça peut arriver très rapidement, honnêtement des fois au bout de entre 6 mois et 1 an et demi de pratique, la plupart ils vont avoir besoin de passer sur 4 bench semaines, quoique même pas forcément. Et c'est juste que tu pourrais rester à 3 bench semaines, parce qu'il y a un moment où forcément le travail va payer, mais c'est juste que tu pourrais progresser plus vite et peut-être gagner 1 an rapidement, juste parce que t'es passé à 4 fois par semaine, quoi. Ok. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, si, je suis d'accord avec globalement ce qui a été dit, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, à 3 entraînements semaine, tu vas quand même finir par stagner, tu vois. Dans cet esprit au final, à un moment, tu vas devoir en faire plus, tu vois.
Je dirais que ça dépend ça dépend du profil de l'athlète et du niveau de l'athlète. Parce qu'un athlète qui a un max à 150 au squat, pour un homme je parle, on va dire qu'il y a des charges ça va, relativement basses, entre guillemets, Non, mais oui, mais bien sûr. il y aura moins de stress induit. Par contre, c'est sûr que si je mets un mec qui a un max à 300 kg, à 350 au terre et à 200 au bench, mais en fait, il va y avoir tellement de fatigue induite par un mouvement qu'il ne pourra pas faire un SBD réellement productif, en fait. Et c'est ça le problème. Ouais. Mais après, généralement, quand tu arrives à ces niveaux-là, les mecs, en fait, ils ont tellement de stress induit par un mouvement qu'ils n'ont pas non plus un volume de zinzin, tu vois. Oui, mais du coup, ils ont aussi besoin de plus scinder les séances, tu vois. Je suis d'accord, ouais. Tu te retrouves facilement avec même une séance avec 2 mouvements de compte, c'est déjà une séance ultra stressante. Et du coup, quand t'as genre 2 fréquences, même ne serait-ce que 2 fréquences, si tu peux déjà même pas tolérer un SBD dans la semaine, c'est quand même compliqué. Après, le truc, c'est qu'aussi, quand tu te retrouves à avoir un bon niveau, généralement, tu t'entraînes pas 3 fois par semaine. Après, si la personne n'a pas le choix, je veux dire, à un moment, c'est notre boulot aussi de faire en sorte que... Bien sûr, c'est le job, mais je pense que en fait, le truc, c'est que de toute juste manière, pas le plus optimal. automatiquement, quand tu te retrouves à un bon niveau, en fait, la question se pose pas de est-ce que je peux m'entraîner plus de 3 fois par semaine, tu peux, en fait. Oui, ça devient en vrai, 99% des gens pourraient s'entraîner 4-5 fois par semaine. On parle pas d'Ironman, on parle pas de 35 heures d'entraînement par semaine. 4 entraînements par semaine, grand maximum, ça te prend 10 heures dans la semaine. Je veux dire, nous, on coach des personnes qui ont des enfants, etc., qui ont un train de vie qui est très prenant. Et en fait, s'il veut, il peut, tu vois. Donc, en vrai, tu peux toujours, mais... forcément, tu vas devoir sacrifier quelque chose. Une heure de sommeil en fait il faut faire des choix. Si tu as vraiment envie de t'impliquer dans ton sport, c'est ce que tu dis, ce qu'on dit souvent, c'est en gros si progresser c'est vraiment ta priorité, tu trouveras toujours une solution. Voilà. Et si réellement tu trouves pas de solution, c'est peut-être qu'au final c'est pas assez ta priorité pour faire les efforts nécessaires, tu vois. C'est ça. Mais ça fait écho à une question qu'on a eue, c'est comment faire du coup quand on a vraiment pas trop de temps pour s'entraîner. Est-ce que on a parlé un peu de programmation, il y a le fait de réduire peut-être son nombre de séances, d'essayer de compacter un peu plus ses séances. Est-ce que à l'intérieur de la séance, tu as des tips toi, pour les Alors, ça dépend ce qu'on appelle pas de temps pour s'entraîner. Si c'est pas beaucoup de jours ou pas beaucoup de temps, pas beaucoup de temps de séance, la réponse va être totalement différente. Est-ce que tu peux t'entraîner 5 fois 1 heure ou alors plutôt il y a que 3 jours dans C'est la problématique que j'ai eue avec Marion là, il y a 2 semaines qui a changé de travail. Ouais. Et du coup, pour organiser ses séances, elle s'entraînait 4 fois par semaine. Donc je vais proposer 2 solutions différentes. C'est où on fait 3 entraînements semaine. Le problème avec ça, c'est que ça fait des séances relativement plus longues. En tout cas, au moins 2 séances plus longues mais des séances, quand je dis plus longues, c'est 2 heures, 2 heures et demie la séance. C'est pas non plus 4 heures comme la plupart font des... voilà. Donc forcément, on aura besoin de potentiellement avoir au moins un SBD dans la semaine, selon l'organisation de la semaine. Ou alors, deuxième solution, c'était de passer à 5 séances par semaine, mais d'avoir des séances qui durent entre 45 minutes et 1h15, tout simplement. Avec le week-end où on cale le samedi matin, une séance un peu plus longue pour compenser en fait ce qu'elle n'a pas pu faire la semaine. La solution qui a été choisie, c'est la deuxième, et au final, celle qui correspondait le mieux parce qu'elle a réussi à boucler des séances avec squat bench ou deadlift bench en 45 minutes, 1h15. Tout est faisable, encore une fois, hein, on en revient à ce qu'on disait avant. Pour moi, il y a peu de chances que tu n'aies pas le temps de t'entraîner, en fait. À mon sons, c'est juste que tu n'as pas envie ou que tu gères mal ton temps à la séance. Tu gères mal ton temps. Je veux dire, tous les débutants, on récupère des débutants des fois qui me disent ouais, non, mais la séance est longue, etc. Je fais, mais t'as 3 séries de squat, 3 séries de bench et 3 accessoires dans ta séance. La séance, honnêtement, elle est censée durer 1h15, 1h30. Je fais, c'est pas normal, tu vois. Et ils me disent, et je leur dis, chronomètre-toi pendant ta séance. Ils se chronomètrent pendant leur séance, ils se rendent compte que la séance fait 3 heures. Je suis désolé, la séance, en fait, t'as 2 heures qui servent à rien dans ta séance, quoi. Ouais. Concrètement. Je veux dire, j'ai déjà calé des SBD en 1h30 avec 5 séries par mouvement. C'est pas le plus optimal, c'est pas le plus drôle, mais à un moment, en fait, encore une fois, quand tu veux, tu peux, quoi. Si t'as besoin de pas parler à la salle et de juste en fait aller à l'entraînement en mode pas je rush, mais en tout cas je suis focus dans ma séance, je sors pas parce que sinon en fait j'aurai pas le temps.
bah tu le fais en fait. Ou alors c'est juste que tu n'en as pas l'envie. En fait, c'est ça, c'est le truc, c'est pas qu'ils ont pas le temps de s'entraîner, c'est qu'ils ont pas le temps de s'entraîner et de chit-chatter toute la salle Voilà, c'est ça. pendant 3 heures en fait. C'est ça. Mais si tu commences à. Moi, un truc que j'aime bien faire, moi je le fais personnellement, c'est tu sais, je time mes temps de repos en fonction de là où j'en suis dans le bloc, tu vois. Genre en début de bloc, je vais avoir tendance à avoir des temps de repos plus courts parce que je sais que de toute façon. En fait, je suis RPE 6, c'était. Mike Tuchrer, il avait sorti pas une RPE Charts des Oui. temps de repos, tu vois. Et ça, je trouve que c'est cool. En fait, si tu fais tes séries de bench, tu finis tes sub 6, pourquoi tu prends 5 minutes de repos? Parce que d'habitude, je prends 5 minutes de repos, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre là, Si t'as le temps de le faire, pourquoi pas, mais je veux dire, Ouais, mais même, au final. ça réduit la qualité de ta séance. Mais après, je veux dire, si t'as que 2 minutes de repos à allouer sur ta séance, bah t'auras que 2 minutes de repos, tu t'adaptes en fait. Genre, à un moment, je veux dire, certes, tu prendras tarif un peu plus sur les séries lourdes, mais en fait, dans l'autre sens, bah, c'est au coach aussi d'adapter. De faire en sorte que t'aies pas un straight set de la mort. Exactement, enfin je veux dire, c'est à nous d'adapter en fait concrètement comment tu géreras ton temps. Et nous on n'est pas là juste pour envoyer une prog, si le mec me dit j'ai pas le temps, bah, je vais dire ok, bah pourquoi t'as pas le temps, tu vois. Ouais. Je veux dire, moi j'avais pas le temps, je faisais des top 7 squats et des trucs comme ça avec 2-3 minutes de repos, parce que j'avais pas le temps. Et puis Encore voilà une quoi, fois, c'est une question d'objectif aussi, Voilà. tu vois. Il y a des athlètes, à la fois ils te disent j'ai pas le temps de faire mes séances, et après ils te demandent des trucs genre est-ce que je peux faire Des des accessoires en élévations plus. Ouais, latérales, c'est est-ce ça. que je peux faire. T'es là en mode bah soit t'as pas le temps, soit c'est juste que tu veux mieux répartir différemment Ouais, voilà ça. ta Après, séance, moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup trouver des accessoires un peu fourre-tout, tu vois, genre au lieu d'avoir t'as un exo de préhab et un exo de, on va dire, d'hypertrophie, essayer de trouver des exos qui mêlent un peu le tout. Tu peux aussi, juste, bah, comme tu disais, si faire un gros straight set assez intense où tu as besoin de pas mal de repos, c'est trop taxant, bah, juste tu fais un gros top set et puis après tu as des back-off sun-map. En fait, il y a tellement de choses que tu peux mettre en place que. Mais encore une fois, il faut juste en parler à son coach et prendre un coaching, je sais pas, faire un effort quoi. T'avais des trucs encore, des tips toi pour réduire le temps? Vraiment, time tes temps de repos, et à un moment, en fait, pose-toi la question, est-ce que j'ai pas le temps ou est-ce que j'ai pas envie, quoi. Donc, tout le monde, à mon sens, tout le monde a 1 heure dans sa journée à allouer à l'entraînement. Juste à toi de trouver où c'est. S'il faut que tu te lèves plus tôt le matin pour aller à 5 heures à la salle et aller au boulot après, parce que ton sport c'est vraiment ta priorité, que tu te couches plus tard le soir parce que le soir tu peux pas y aller, ok. Si tu as besoin d'y aller entre midi et 2 pendant ta pause au boulot, fais-le. Si le soir tu as besoin d'y aller après que tes enfants soient couchés parce que telle ou telle chose, fais-le. Encore une fois, chacun ses priorités. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas avoir de temps, c'est juste que il faut que tu connaisses tes priorités. Si la FA c'est pas ta priorité ou le sport en général c'est pas ta priorité, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut pas que tu te mentes à toi-même en disant je n'ai pas le temps alors qu'au final tu as du temps à louer, c'est juste que tu ne veux pas l'allouer à l'FA. Ouais. C'est pas un problème, mais il faut juste que toi tu l'acceptes et que tu te dises pas j'ai pas le temps et que tu te plaignes alors qu'au final tu es le seul responsable en fait concrètement de est-ce que j'ai le temps ou est-ce que je l'ai pas. Après, il y a 24 heures dans une journée, tu as 16 heures qui sont allouées au boulot et à faire dodo. Donc il te reste 8 heures après dans la journée à agencer comme tu le peux. Débrouille-toi avec ça, j'ai envie de te dire. Non mais je pense aussi un truc, c'est peut-être aussi que tu vois l'avantage de nous en tant que coach, c'est qu'on a aussi l'expérience d'avoir eu des gens qui n'ont pas le temps et du coup on a mis des trucs en place, on a trouvé des trucs au fil du temps et peut-être que la personne aussi elle se convainc qu'elle n'a pas le temps parce qu'elle pense vraiment qu'elle n'a pas le temps alors que juste en fait elle a pas les solutions et c'est aussi pour ça que un coach ça peut te servir parce que lui justement il a l'expérience d'avoir suivi des gens qui ont pas forcément qui ont vraiment pour le coup eux pas de temps et je peux le concevoir et là du coup t'as plein de trucs à mettre en place et souvent en fait tu te retrouves avec des gens qui te disent putain j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Et après j'ai envie de te dire on en revient à la même chose mais ne pas avoir envie de faire 2 heures de séance et 5 fois par semaine, c'est compréhensible aussi. En fait, moi, j'ai pas envie de m'entraîner. Là, j'avais, on va dire, en termes de temps, c'était assez compliqué pour moi. J'avais pas l'envie de m'entraîner 5 fois par semaine ou même de faire des séances de 2 heures. J'ai pas l'énergie, j'avais pas envie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'entraîne 3 fois par semaine, une demi-heure. Ça me convient amplement pour le moment. Mais à la fois, j'en suis conscient. Et je peux pas demander en fait à mon coach de me dire, de me trouver des solutions à
Alors que la seule raison pour laquelle C'est que j'ai je ne pas envie, progresse ouais. pas, c'est que je n'ai pas envie en fait. Mais moi j'en suis conscient et je l'accepte. Puis fin de la question quoi. Je veux dire, à un moment, il faut aussi être responsable de soi-même. Ouais. Bon, du coup, être responsable sera le mot le mot de la fin. Soyez quoi. responsable. Ouais, je sais pas, soyez des adultes. Ok, bah on va enchaîner du coup sur une autre question. Et ça va être intéressant. Comment savoir si réduire mon amplitude c'est pertinent? Parce que du coup, on avait fait un post sur réduire ton amplitude, c'est pas toujours une solution. Du coup, comment déterminer est-ce que Bah, réduire son amplitude déjà c'est... comprendre physiologiquement pourquoi réduire son amplitude, c'est pas toujours la bonne raison. Très rapidement, hein, t'imagines un élastique un peu comme un slack. C'est pas forcément parce que t'as moins d'amplitude, potentiellement musculairement, tu seras peut-être moins efficient aussi avec moins d'amplitude. L'étirement musculaire, et c'est pour ça que plus tu fais de la force, plus tu essaies de réduire ton amplitude, plus tu deviens raide, justement pour répondre à ces problématiques-là. Donc sur un bench, tu as zéro amplitude, mais qu'à la fois tu as des pecs extrêmement mobiles. En tout cas, musculairement, tu es extrêmement mobile. Ça va pas marcher. En fait, il y a un moment où ça ne va pas marcher, Ouais. tout simplement. Donc l'élastique, en fait, s'il est jamais tendu, bah, il renvoie jamais concrètement une charge. Ouais, après ça peut créer des problèmes de... Moi, souvent, ce que je dis, c'est que au final, ce qui compte sur un mouvement, c'est de faire en sorte de trouver le moyen d'avoir la courbe de force la plus tu sais, linéaire, de pas avoir de très dur d'un coup Ouais. très facile ou très facile puis très dur, comme Ouais. au soulevé de Un terre pour la sticking plupart. point, tu peux pas l'éviter, il y aura toujours un sticking point peux le sur ton modifier. mouvement, mais par contre, tu peux modifier l'endroit du sticking point et tu peux aussi modifier son intensité et par moment réduire son amplitude. Ça marche très bien sur des charges très légères et moi, l'exemple qui marche le mieux, c'est les sumo extra larges. C'est que tu te retrouves avec des mecs qui font des E1RM sur des x6, des x8 de zinzin parce que la charge fait que, vu qu'elle est légère, le sticking point passe tout seul. Et ça leur fait des E1RM, genre Même- 800 kilos. Même pas forcément sur des sumo spécialistes, mais juste en fait sur quelqu'un qui tire dos rond en fait Oui, aussi. en Ouais. général. Et en fait, tu te retrouves, dès que tu les passes sur des formats plus spécifiques, avec plus d'intensité, là, le sticking point, en fait, le moment où il faut produire le plus de force va être beaucoup trop important. Et à ce moment-là, leur technique efficiente, en fait, elle sert à rien, tu vois. Et bah, quand tu prends l'exemple du dos rond, en fait, sur des gros straight sets assez longs, enfin pas forcément straight sets, mais sur des sets assez longs, ça te permet d'optimiser grave ton démarrage, tu vas à 10 000 et en fait tu as tellement de vitesse au démarrage que ça te permet de passer le sticking point tout seul. Et le moment en fait où tu as genre ta charge max, le démarrage il est plus lent, donc en fait tu as moins d'élan pour passer ton sticking point. Et au moment où tu dois faire ton extension lombaire avec 300 kg, tu es là en mode bah non, c'est pas possible quoi. Donc Donc les gens qui disent non mais en fait je suis juste nul au lock, bah en fait Ouais. trouve des solutions en fait à ta nullité entre guillemets. Mais c'est valable pas qu'au terre, du coup, c'est Non, valable c'est valable sur tous les mouvements. tous les Mais je mouvements. veux dire, en fait, moi j'avais le cas avec Loïc qui avait comment dire, un sticking point au niveau sur son bench, tout en bas. En fait, à la pause, c'était Soit ça part, soit soit ça part, soit ça ne part pas. Ouais. Bah, c'est simple, je lui ai dit, bah, en fait, rapproche un peu tes mains. Et ça va changer un petit peu son sticking point. Ça rend le sticking point, vu qu'il a une prise un tout petit peu plus close grip, Plus haut. ça plus haut. Et du coup, en fait, sur l'endroit où concrètement le mouvement était dur, ça passe plus facilement et ça se répartit pendant l'entièreté du bench, en fait. Et ça, c'est. Et encore une fois, hein, ton coach, il te dit « Ah non, mais ton sticking point, il est là, on peut rien y faire. » Si vraiment le sticking point est gênant, au point où tu passes d'un 280 kg RPE6 à un 285 kg RPE10, alors le problème, c'est pas le sticking point, c'est ton coach, quoi. Il faut qu'il trouve une solution à ça, concrètement. Après, des fois, bah, il y a des fois où il n'y a pas de solution, et oui, ce sera le cas. Mais si tu n'as jamais essayé de trouver de solution à ça, alors à ce moment-là, viens chez Kiritsu. Non, mais c'est pas... Mais du coup, pour comment savoir si réduire l'amplitude, c'est pertinent, moi j'aurais tendance à dire juste tester en fait. Ouais. Genre, tu peux tester. Après, il y a des solutions quand même que normalement, nous, on est censé pouvoir déterminer directement, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, rien ne vaut juste de tester, juste en. Parce que tu vois, ça reste des modèles entre guillemets théoriques, tu vois. Et tu peux très bien avoir des gars où
Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gars, techniquement, je me dis, je sais pas comment ils font pour lifter, mais bon, visiblement, ça marche, tu vois. Donc au final, rien ne vaut ce que tu observes. Et quand on parle de tester, c'est vraiment de tester. D'ailleurs, question que je rajoute, c'est quoi la durée minimum que tu vas avoir pour tester quelque chose, toi? 3 mois. 3 mois? Ça dépend en fait, qu'est-ce qu'on Là, appelle tester quelque chose. ouais. Et l'impact, en fait, du changement technique. Si tu passes d'un tradi à un sumo, il faut au moins 3 mois. Ouais, oui, plus l'impact, en gros, plus l'impact est Voilà, gros, après, plus, si c'est plus juste c'est un quoi. changement de stance, généralement, je vais le voir directement si c'est un changement d'écartement de quoi que ce soit. Généralement, je vais voir directement si c'est exploitable ou Ouais. pas. Dès que je passe sur une intensité un petit peu plus haute et que j'exploite un peu. Moi, je fonctionne pas mal avec jour primaire, jour ternaire, jour secondaire. Donc en fait, ça me permet de tester sur pas mal d'intensités sur une semaine X et en fait de savoir quel format prendra le plus tarif avec ce changement-là. Et derrière, si je vois qu'en fait, sur des formats très longs ou même sur des charges très légères, il est efficient, mais dès qu'il arrive sur du lourd, il est nul. Est-ce que je dois déterminer, est-ce que c'est un manque d'habitude, un manque d'intention, ou est-ce que c'est juste, en fait, la technique n'est pas exploitable pour pousser de grosses charges, quoi. Ouais. Mais ça, après, encore une fois, c'est du test. Mais généralement, entre une semaine et un mois, je peux déterminer si c'est réellement intéressant, quoi. Ouais, ça fait sens. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas patients, donc en fait, Ouais, tu demandes. ça passe vas-y. pas. Ah, la charge que je passe d'habitude RPE6, elle passe RPE8, ça Ouais, me casse les tu couilles. demandes, j'arrête. tu demandes un changement de technique et le mec te dit, ah, j'étais pas à l'aise, du coup, j'ai refait ce que je faisais Exactement. d'habitude. Et bah non, en fait, le problème, c'est que si tu ne pratiques pas, en fait, ça n'évolue pas. Ouais, ouais. D'autres trucs à dire sur cette amplitude ou pas? On switch de switch. questions. Ok. Bon, ça on a fait. Comment faire quand on n'a pas trop le temps de s'entraîner? Ah voilà, on va passer sur cette question. Comment faire en sorte de pratiquer le plus longtemps possible? Prends un coach. C'est vraiment la réponse à toutes les questions. Non, mais vraiment, comment faire en sorte de pratiquer le plus longtemps D'avoir possible. le plus de longévité. Alors, encore une fois, la programmation sera à la fois différente et à la fois très similaire. C'est-à-dire que nous, dans tous les cas, on a une vision relativement long terme, contrairement à certaines façons, on va dire, de voir le SBD only, par exemple, ou juste le fait de... On pourrait très bien faire en sorte que nos athlètes, sur 3 mois, soient extrêmement performants et qu'ils sortent leur meilleure performance all-time. Je veux dire, l'athlète, je le passe de 0 à 15 séries de squats par semaine. Il y a de fortes chances qu'en fait, ils passent de 100 à 180 kg sur 3 mois. Après, on le voit plus dans les Par récaps contre, pendant 2 ans. On le voit plus pendant 2 ans. L'athlète sûrement va se blesser parce que en fait, nerveusement, il va être extrêmement fort. Par contre, tissulairement et musculairement, il sera pas prêt, ça va péter. Et voilà, je veux dire, on peut très bien rendre très, très fort les gens très rapidement. Le problème, c'est que en fait, la personne va pratiquer la force pendant 3 mois, quoi. Et là, c'est pas très intéressant. Par contre, comment pratiquer le plus longtemps possible? Faire ses accessoires, être relativement mobile, faire du cardio, je dirais. Ça reste à ça. Je n'en fais pas, mais faites du cardio. Ouais. Juste en fait, prenez un bon coach. Ouais, Je veux dire, c'est savoir adapter la programmation et il n'y a pas juste un coach qui est là juste quand tout va bien, mais pas quand tout va mal. Je veux dire, c'est pas parce que, faire le plus longtemps possible, sur une carrière de 10 ans de FA, tu auras forcément des douleurs, forcément des blessures. Et généralement, le problème qui est causé, c'est pas est-ce que tu es capable de faire le plus longtemps possible ou est-ce que tu abandonnes à chaque difficulté, en fait. La plupart, en fait, dès qu'il y a une difficulté, c'est j'arrête. Et ils prennent même pas le temps de trouver une solution. J'ai une petite tension, je vais pas voir un kiné, je vois pas avec mon coach, ou dès qu'il me propose quelque chose, ah bah je peux plus faire de max tous les 3 mois. Ah bah on arrête. Ouais. Et c'est le problème pour lesquels généralement les athlètes, que ce soit les nôtres ou en général, ils arrivent pas à passer au-dessus de la difficulté, en fait. Ouais. Moi, je pense, enfin, dans tous les cas, c'est comme beaucoup de problèmes en FA, c'est une question de responsabilité aussi individuelle. C'est-à-dire que, bah, au final, quand t'as une merde, même si au final, potentiellement, c'est pas de ta faute à la base, in fine, c'est quand même à toi que le problème. Ouais, voilà, c'est quand même sur toi que ça tombe, et c'est quand même toi qui vas devoir mettre en place des trucs. C'est-à-dire que, au final, tu vois, tu dis.
faire du cardio, faire de la réhab et tout, c'est chiant, tu vois. Genre moi, ça me fait pas marrer d'aller. Je donne l'image d'un gosse. T'as un gosse, tu voulais pas en avoir. À un moment, t'as pas le choix de t'en occuper. Quoi, je vais te dire. C'est con, mais je veux dire, tu fais un gosse à ta femme, c'était pas prévu. Je veux dire, le gosse, tu vas pas dire, va te faire foutre, nourris-toi tout seul, quoi. Ouais, au final, en fait, il faut se sortir les doigts par moment et faut être proactif dans les moments difficiles, mais je pense que, ouais, comme tu disais, en fait, se dire que le sport est ultra spécifique fait que ton corps va s'adapter de façon très spécifique aussi et que c'est pas forcément. C'est ni une mauvaise chose ni une bonne chose, faut juste le prendre en compte et essayer de trouver le juste milieu entre devenir ultra raide sur juste ton SBD et rester un humain un minimum fonctionnel. On dit souvent l'AFA c'est pas du sport santé parce que c'est un sport performance, mais à la fois, je veux dire, comme tous les sports, mais ça veut pas dire que forcément tu vas te blesser, tu vois. Enfin, pour moi, tout le monde se blessera un jour, tout le monde aura des douleurs, parce que c'est un peu le jeu aussi, mais à la fois, c'est pas une fin en soi en fait. C'est le problème, c'est que les gens considèrent ça comme ah bah c'est la fin, c'est bon, je suis blessé, j'arrête. Moi je trouve que dans la question en fait, la question elle est posée Enfin, t'as l'impression qu'en fait l'AFA c'est vraiment le pire sport pour vieillir. Ouais, genre tu fais un an, t'arrêtes quoi. Ouais, alors que probablement c'est pas probablement, c'est un sport de force, donc c'est clairement genre une des meilleures recommandations pour bien vieillir de pratiquer un sport de force toute sa vie. Un bon kiné, un bon ostéo, un bon médecin normalement devrait te recommander en fait de faire du renforcement musculaire. En fait, si tu arrives à avoir 300 kilos sur ton dos, derrière tu s'ouvriras pas quand tu porteras ton gosse quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le truc c'est que souvent en fait, il faut voir les mouvements de FA comme des mouvements de la vie quotidienne. Tu vois, au final, un soulevé de terre, c'est tu ramasses ton gosse par terre. Un soulevé de terre, c'est tu ramasses tes sacs de course, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est juste que si en fait tu arrives à résister à une contrainte de 300 kg sur un soulevé de terre, une contrainte de 10 kg, parce que même si tu es dans une position qui est à chier, en fait tu te casseras pas le dos, quoi. Je veux dire, et tu regardes certains athlètes qui faisaient du sport à haut niveau, il y a encore une échelle entre le haut niveau et le très haut niveau. Ouais. Tu prends les athlètes olympiques ou qui ont fait du sport toute leur vie, etc., mais vraiment de manière extrêmement performante. Les mecs, ils sont bousillés à la fin de leur vie, ok. Mais je veux dire, le palier en dessous, en fait... Ouais. Et puis même ces mecs qui sont... même les mecs qui sont bousillés, en fait, ils sont toujours en meilleure santé que les mecs... que les mecs tout le monde dit, ouais, mais tu vas te bousiller en faisant du sport. D'accord, regarde ton grand-père qui a fait que de la merde toute sa vie... en fait, tu vas être bousillé, mais tu vas quand même vivre longtemps, tu vois. Si t'es sédentaire, en fait, tu vas faire ton AVC à 55 ans, et en fait... donc, tu vas être bousillé dans les deux cas, mais il y a un cas, en fait, où tu vas vivre. Où tu vas vivre, voilà, c'est ça. Après, la réponse, elle est assez chiante, parce que c'est un peu une réponse... c'est toujours la même chose, mais c'est encore une fois une histoire de... à quel point tu réussis à toute ta carrière sportive, induire un stress... juste suffisant pour y répondre et continuer de t'adapter sans à chaque fois tomber dans le j'en fais trop ou j'en fais pas assez en fait. Encore une fois, la réponse c'est pour un coach. D'autres trucs là-dessus. Juste mange bien, dors bien. Et ouais, voilà, ça après ça mériterait limite un podcast entier sur comment bien récupérer toute ta vie, quoi. Mais je veux dire. Ne pas écouter son médecin quand il te dit arrête le sport dès que t'as mal. Ouais, voilà. Dernière question. Pourquoi c'est une bonne chose lorsque t'es en taper d'avoir l'impression que tout est ultra lourd alors que tu regardes la vidéo après en fait t'es RPE6, tu vois. Alors déjà on va recontextualiser ce que c'est un taper. Un taper c'est un deload de pré-compétition qui est ni trop agressif pour ne pas désentraîner l'athlète, mais à la fois ni trop faible pour à la fois ne pas garder trop de fatigue. Quand on fait une période de prépa, donc un pic, on va prendre l'exemple d'un picking, on va engranger beaucoup de fatigue. C'est avec Courbet-Serra, on a fait un réel là-dessus. Donc c'est la relation entre la performance et le niveau de fatigue. Plus le niveau de fatigue sera haut, plus le niveau de performance sera haut. Ça aussi qui derrière permettra une surcompensation lorsqu'on fera le taper. Mais en gros, la fatigue va réagir beaucoup plus rapidement en fait au stress dans l'entraînement que le niveau de performance. C'est-à-dire que vous allez avoir la fatigue qui va monter directement.
la performance qui va monter juste derrière. Ouais. Donc en fait, quand vous allez faire votre taper sur la dernière semaine, la fatigue va descendre de manière drastique, mais le niveau de performance lui va descendre un petit peu plus lentement. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver avec Croiser les courbes, en fait. croiser les courbes Ouais. en fonction de en fonction de l'échéance. C'est-à-dire qu'en fait, le taper va vraiment être là pour enlever en fait cette fatigue-là, mais ça prend du temps à s'enlever en fait. Et c'est en fait enlever un voile en fait concrètement sur la performance. Et c'est normal en fait d'arriver en taper et d'être bousillé parce que en fait généralement tu t'es envoyé une intensité de fou furieux. En fait, la fatigue que tu ressens en taper, c'est juste de la prépa. Enfin, voilà, c'est ça. Des semaines précédentes. Ouais, en fait. voilà, c'est les semaines précédentes. Les semaines précédentes, jusqu'à ce que le niveau de fatigue, en fait, parce que le niveau de fatigue à ce moment-là, pendant le taper, donc pendant les 3 premiers jours généralement, il est tellement haut en fait qu'il t'impacte négativement. Et le temps qu'il descende à un point, et le but c'est qu'il descende en fait à un point relativement bas pour te permettre de ne pas le ressentir à la compétition, mais qu'à la fois ton niveau de performance reste relativement élevé. Ouais. Du coup, généralement, c'est un bon signe d'être totalement bousillé sur un taper. Ouais. Si t'as mal partout et si t'as... bon, ça dépend ce qu'on appelle mal partout. Mais si t'as des douleurs qui ne partent pas dès le premier jour du taper, je veux dire, c'est pas magique. C'est pas... Il y a marqué taper sur ta prog, le jour 1, minuit 1, t'as plus mal, quoi. Tu sais, moi, souvent, t'es là, taper, première séance de taper, quand l'athlète, il te dit « Oh, je me sens trop bien et tout », moi, tu sais, je lui dis rien, mais dans ma tête, je suis là en mode « Ok, merde ». Non, après, ça dépend de ce que t'as fait comme intensité de prépa, mais généralement, s'il me dit ça, bah, je réadapte en fait le taper. Juste, en fait, tu fais pas de taper au final. Voilà, ou je fais pas de taper, ou alors je rajoute une série en plus pour compenser. En fait, le problème, c'est que si tu fais un taper, mais qu'à la fois t'es pas bousillé, bah en fait, ton niveau de performance il va descendre plus vite et tu risques d'être moins fort que sur ta 4e semaine, quoi. Tu vas pas faire une performance de merde, mais en tout cas, tu vas pas forcément être... Et encore une fois, genre, c'est hyper important justement à ce moment-là d'avoir un coach. Et je prends l'exemple de moi juste la semaine dernière où je me retrouve dernière semaine de picking, je skip un squat parce que je peux pas squat. Et en fait, toi, t'étais là en mode, c'est simple, soit en gros, en fonction de. Va y avoir situation A, B ou C sur mon squat primaire, et en fonction de ça, le taper sera différent. Et c'est encore une fois l'intérêt d'avoir un coach, et un bon coach, c'est que, en fait, en fonction de comment je me serais senti, de toute manière, tu savais déjà instantanément, ok, si tu te sens comme ça, on fera ça, si tu te sens comme ça, on fera ça, si tu te sens comme ça, on fera ça, tu vois. Après, ça vient avec de l'expérience aussi. Oui, bien sûr. Mais après, on a un bon coach, mais pour devenir un bon coach, il faut de l'expérience. Nous, on prend comme on était il y a 3 ans quand on a commencé à coacher. on était gaze, on avait la théorie, etc. Mais à la fois, rien ne vaut la pratique. Ouais. Et on ne serait pas, entre guillemets, on va se jeter des fleurs, mais d'aussi bons coachs. Si on n'avait pas été aussi nul avant. Si on n'avait pas été aussi nul avant, en fait, il faut des échecs, etc. C'est ça. Et maintenant, en fait, on a eu... Parce qu'on a quand même beaucoup d'athlètes. Merci, Abdullah. Du coup, t'as un recul, t'as un panel. Voilà, on a eu énormément de situations possibles et c'est ça qui nous a entre guillemets, rendu de bons coachs parce que justement, on a réussi à répondre et qu'on n'est pas juste resté derrière notre théorie à dire. Maintenant, j'ai plus besoin de faire une prog avec à côté des prises de notes de séminaire ou genre en mode ok, alors. Et donc voilà, c'est juste. Il faut. C'est avec l'expérience, quoi, concrètement. Donc, je dirais que si tu débutes, tu peux aller vers un coach qui débute, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, si tu es un coach relativement... Au final, rien ne remplacera le fait de rester avec un coach longtemps. Tu vois. Exactement. Parce que même là, tu vois, moi, ça m'arrive, j'ai pas honte de dire que des fois, je teste des stratégies un peu de picking, taper avec des athlètes, ça fonctionne pas, tu vois. Mais c'est normal. Je suis là en mode, on fait pas DSL, DSL, ton mock meet était à chier, mais la prochaine fois, on fera différemment, tu vois. C'est ça. Je veux dire, tu peux pas t'attendre... et même si tu testes pas de trucs nouveaux et que tu te dis... des fois, tu vas tester un truc avec un athlète, ça a marché pendant 3 compètes, puis la compète d'après, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Le but, c'est de déterminer pourquoi, en fait. C'est ça notre boulot. Ouais, et le boulot, c'est pas de faire... Même si c'est le fait de faire des retours, c'est le fait de faire des progs, etc., d'aiguiller nos athlètes vers la performance. Mais à la fois, on n'est pas des devins. Je veux dire, notre but, nous, et ce qui fait, à mon sens, 90% de notre boulot, c'est avoir l'expérience et
pourquoi ça se passe correctement, pourquoi ça ne se passe pas correctement. Ouais. Au final, le truc le plus frustrant, je trouve, c'est d'avoir un athlète qui s'arrête au moment où ça devient difficile avec toi, tu vois. C'est ça. Et C'est le plus frustrant en fait parce que t'es là en mode, t'as envie de lui dire, bah en fait, c'est là que je sers à quelque chose, quoi. ouais, t'as progressé avec moi juste parce que t'as fait quelque chose de différent ou juste parce que t'as commencé la FA. Ouais, ouais. Et là, tu stagnes et tu veux changer de coach alors que genre, c'est vraiment là maintenant que notre Surtout que taf généralement, commence, tu vois. en fait, les mecs stagnent pendant un mois, quoi. Donc, Ouais, voilà. genre, les mecs ne laissent même pas le temps, en fait, de chercher des solutions. Et le problème, c'est que nous, on est là pour trouver les solutions. Sauf Ouais. que si tu ne laisses pas le temps de trouver les solutions, en fait, ça se trouve pas comme ça. Ouais, Et à mon sens, j'ai envie de dire, tant mieux que ces gens arrêtent parce qu'ils auraient pas duré longtemps, tu vois. ouais. Après, c'est le truc de, à la fois tu payes un coach parce que c'est aussi le but aussi, c'est qu'il trouve les solutions plus vite que toi, mais à un moment, faut aussi le laisser bosser, tu vois. Genre, c'est Tu vois, le juste milieu. En J'ai envie fait. de te dire, si tu changes tout le temps de coach et qu'à la fois tu ne progresses pas ou très peu, alors Pose-toi pose-toi la la question, question, toi. c'est toi le problème, c'est pas Si forcément t'as le coach. fait 5 méthodologies différentes et que Quoi. Tu tu tapes- progresses pas. Ou alors que tu progresses pendant 3 mois et après ça arrête, pose-toi des questions, quoi. Ouais. Imo, c'est toi le problème. À un moment, faut réaliser aussi et faut prendre, encore une fois, être responsable, en fait. Ouais, encore une fois, ouais, Voilà, c'est être le adulte, maître ouais. mot de ce podcast. Du coup, on a fait un peu le tour de nos petites Ouais. questions. Tu voulais faire un petit point un peu sur l'actu, la suite Ouais. pour nous? Du coup, là, on a là ce week-end, bon, le week-end prochain pour vous, parce que vous aurez. Enfin, le week-end précédent, pardon. Ouais. Parce que vous aurez le podcast le 15 décembre. Ouais. Donc là, le 7-8 décembre, on a une compétition donc, à Vitrolles. C'est d'ailleurs pour ça que mon cher ami est présent. Donc on a 11 athlètes, donc un peu dans toutes les catégories, donc ça fait quand même pas mal, donc ça c'est cool. Ouais, c'est cool. Il y a combien d'athlètes sur la comp? Il y a 60 athlètes, 70 athlètes. Ok, donc quasi un athlète sur, Voilà, sur 6. un athlète sur 6 chez Kiritsu, donc c'est cool. Ouais. Ça va, même si on a déjà eu des compétitions avec beaucoup d'athlètes, ça va nous permet d'accumuler encore plus d'expérience. Puis aussi s'amuser un peu, ça va être sympa en vrai. Ouais. Donc là, vous êtes filmé avec la petite caméra DJI Osmo Pocket 3. Parce que du coup, on va commencer aussi à filmer un peu nos athlètes en compétition, ça va être sympa, produire un petit peu de contenu. Ouais, Et la semaine d'après, du coup, on a la compétition à Dijon, où on devait avoir 6 athlètes, au final, on en a que 2. 3. Ouais, parce que pas de place. Voilà, pas de place, en fait, 30 minutes après, il n'y a plus de C'est place. pas une régionale, je crois. Du coup. Non, c'est une ouverte à tous, Ouais, voilà, de ouais. base. Vu que c'est pas une régionale. Tout le monde allait pour n'est pas les accepté, qualifs quoi. bench, en fait. Ouais. On a même date, le 15 décembre. Il y avait FA aussi. Ouais, il y avait FA aussi. Même Ouais. date, le 15 décembre, j'ai une compète sur la garde. Du coup, on a 5 athlètes aussi, donc ça fait entre 8 et 10 encore une athlètes. bonne, ça fait une 8 dizaine athlètes. d'athlètes, ouais. Donc ça nous fait déjà plus de 20 athlètes sur seulement 2 semaines, donc c'est pas mal. Après, et après en mi-janvier, on a des compétitions encore. Moi, j'ai une compétition sur la garde encore. Ouais. FA cette fois-ci où j'ai 3 athlètes, je crois. Ouais, il y a des régionales un peu partout. Voilà, donc encore une fois, on va se déplacer. On en a sur Nantes, compétition. Ouais. Max. Ouais. Et après, du coup, fin janvier, du coup, les France Bench, où on aura, si je dis pas, bon, normalement, on devait avoir 15 personnes, mais il y en a pas mal qui, ou n'ont pas eu de possibilité de se qualifier. Ou les qualifs FA, enfin les Ouais, qualifs ou 3 alors, mouvements qui sont voilà, oui, prioritaires, oui, quoi. elle voulait pas prioriser, en tout cas, le bench. Donc c'est un peu dommage, mais je crois qu'on va quand même avoir une dizaine d'athlètes, donc ça sera pas mal. Bah là, les qualifs du coup sont pas encore toutes faites, mais ouais, on devrait à peu près en avoir une dizaine. Voilà, donc c'est sympa, alors que l'année dernière, on avait que 2 personnes, je crois. 3. 3 Il y personnes. avait les Eva, Lena et Juliette. ouais. Donc, Juliette d'ailleurs, minimum monde. Juliette qui a fait qualif minima monde plus 7,5, PR plus 5 en compétition. Bon, qui reste un PR-5 par rapport à ce qu'elle a fait à l'entraînement. Mais du coup, là, l'objectif pour Juliette, c'est au moins un podium, même si on va quand même essayer de viser la première, voire deuxième place, avec si possible une qualification pour les championnats du monde et les championnats d'Europe en bench, si du coup elle arrive à choper la première place. Ouais. Donc, on va essayer de viser entre 90 et 95, donc en moins de 52 kilos. Ce qui est zinzin. Junior, c'est le C'est même ça, niveau qu'en open. Vraiment, le moins de 52, c'est l'une des catégories qui est la plus compétitive en fait en bench Ouais. Elle me chez les terrifie. femmes. Hein Elle me terrifie, elle est plus forte que moi. Quand on regarde, en fait, le niveau est quasiment similaire en fait en open et en junior, que ce soit moins de 52 jusqu'à moins de 69. En fait, c'est limite les mêmes performances. Donc la performance est zinzin. Plus du coup qualification du coup FA pour je crois qu'on aura une dizaine de personnes aussi. Ouais. Ouais.
Donc la bench, on a Ah, qui aussi qui... Donc bon, après, on a une dizaine de personnes, on va pas, je pense, tous les... Ouais, on en a. Bah, il y a Martin, Max. Ouais. Il y a moyen de faire des bonnes choses, quoi. En gros, Ouais, ça va être cool. potentiellement 2-3 podiums, donc à voir ce que ça donne. Et après, il y aura aussi, du coup, France FA en avril. Puis voilà, quoi. Ouais. Là, ça va, on va avoir pas mal. En vrai, c'est cool là, en termes d'XP, de game day et tout. On a vraiment plus d'athlètes. Et moi, perso, c'est le truc que je commence de plus en plus à kiffer en fait. D'aller en compétition avec les De athlètes. toute façon, c'est c'est vraiment, pour ça, nous aussi, c'est un service qu'on propose, c'est qu'on se déplace à Ouais. quasi toutes les compétitions de France dès qu'on a des athlètes. Ça rajoute aussi de la valeur aussi au coaching. Ouais. Donc là, on se déplace à quasi tout. En tout cas, quand on a la possibilité, je veux dire, il y a des compètes où il y a 3 échéances sur le même week-end, on peut pas se déplacer forcément. Ouais. Mais je veux dire, ensemble, ça reste quand même super, quoi. Ouais. Voilà. Donc merci d'avoir écouté ce podcast. C'était en IRL, on en refera sûrement un en janvier. Ouais, Quand on sera au France Bench. On en tournera 5 d'affilée. Voilà. Et puis bisous. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par un coaching, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site internet ou via DM. Et puis voilà. Ouais. Bisous. Bisous.